Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech, un petit peu en retard, mais on va se rattraper aujourd'hui bien évidemment. On va parler des Pixel 6, des Pixel 6 Pro, le grand plan de Google, mais bien sûr plein d'autres news tech, notamment je vais vous reparler de Chatroulette. Vous vous souvenez de Chatroulette? On en parlera en fin d'émission. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 octobre 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé pour ce petit retard, problème technique. Hein, c'est de la faute de Guillaume. Voilà, problème technique, c'est de la faute de Guillaume. J'ai dû faire tout plein de trucs manuellement parce que le truc automatique ne marchait pas aujourd'hui. Donc ça m'a fait perdre 8 minutes. Merci Guillaume. Non, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est Marion qui a pété le bot hier. En tout cas, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est ça le plus important à retenir. Ah oui, je suis mal coiffé. Ouais, désolé, je suis... Bon, on s'en fout. On s'en fout. De quoi on va parler aujourd'hui? Et c'est ça le plus important. Nous allons parler bien sûr des Google Pixel 6 et 6 Pro qui ont été annoncés hier. C'était moi, effectivement, qui faisais le live hier. Je suis encore là ce matin. Je serai là à midi. Je serai là à tout moment de votre vie. Non, je plaisante. J'essaie d'en avoir une aussi. Mais bref, on parlera de toutes les nouveautés Google, des choses très intéressantes à dire. Ça va prendre un bon morceau du mug. Donc, si vous êtes allergique aux pixels, vous allez passer un sale quart d'heure. De quoi on va parler d'autre? On va parler du Pixel Pass rapidement qui a été annoncé aussi hier, qui est cool, mais on l'aura pas en France, donc on s'en fout. Facebook qui va changer de nom. Facebook va changer de nom. Vous l'aurez entendu ici, effectivement, le Facebook Group va changer de nom. On se demandera le pourquoi du comment et surtout comment vont-ils s'appeler. On reparlera un petit peu d'Apple parce que pas de mug sans Apple quand c'est Jérôme qui présente bien évidemment. On parlera du M1 Pro et du M1 Max, les nouvelles puces haute performance d'Apple qui ébranlent Nvidia, Intel et AMD. On rentrera un petit peu plus dans le cœur de ces SoC. Dans le cœur de la socket, pour analyser un petit peu ce qu'Apple a fait et pourquoi certains qui s'y connaissent mieux que moi disent c'est assez, alors petit guillemets, révolutionnaire pour des ordinateurs portables. En tout cas, c'est une avancée, une vraie avancée dans comment on fait un processeur pour un ordinateur portable. Nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor, Mon Petit Placement. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vendredi, nous aurons une personne de chez Mon Petit Placement à la fin du mug, pendant les camps de fac. Et on durera un peu plus longtemps vendredi pour répondre à toutes vos questions autour de Mon Petit Placement. Il sera bien plus habilité que moi à répondre à toutes vos questions qui sont légitimes autour de Mon Petit Placement. On en reparlera au moment du sponsor et nous terminerons en parlant de Chatroulette. Chatroulette, vous l'avez oublié, eh bien Chatroulette existe encore et depuis 12 ans cherche à régler son problème de pénis. Hein, c'est un problème grave, j'espère que je ne vais pas me faire ban de Twitch, mais voilà, on va parler de problème de pénis que c'est le problème de Chatroulette. Voilà pour les nouvelles du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. On va démarrer tout de suite. On lance le kawa. Alors, on me dit team premier degré dans le chat. J'adore lire les trucs de premier degré. Tout le monde est pote, sympa pour le collègue, on s'en fiche un peu de l'origine du retard. Lucas, c'est une plaisanterie, Lucas. Me bu... Me... Enfin, quand même, hein. Guillaume, merde. Quand même.
Quand même, quand même. Allez, on va parler du Pixel 6 Pro, qui ont été annoncés hier. Beaucoup, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. En filigrane, pour ceux qui n'ont pas vu ni le Google Event, ni mon analyse du Google Event hier en live, ce qu'il faut retenir, si vous allez vous rendormir, parce que c'est ce qui vous arrive quand vous écoutez le mug, une chose à retenir. Google veut s'affranchir d'Android. Ça peut paraître paradoxal, mais moi, c'est ce que j'en retiens. Google veut que les gens comprennent que le Pixel, c'est un Google Phone. Oui, certes, il y a une base Android, mais on l'oublie vite. Mais ça va être un smartphone révolutionnaire. Ils ont leur propre SoC maintenant, leur propre processeur. C'est du made in Google. Vous avez un Google Phone. Android, c'est un peu pour les autres. Presque comme si Google voulait faire une nouvelle catégorie dans les smartphones. Il y aura les Pixels, les Android et les iPhones. Plus après quelques autres OS beaucoup plus petits. Mais moi, c'est l'impression que ça m'a donné. On verra si vous la partagez. Parlons des problèmes de commercialisation, parce que c'est l'actu brûlante. Dans mon live de débrief hier, impossible de commander un Pixel 6, impossible de commander un Pixel 6 Pro. Les spéculations allaient bon cours. Ils en ont tellement vendu, rupture de stock. Les stocks sont tellement petits, ils ont tout pété. En fait, c'est le site qui était pété puisque j'ai pu en commander après. C'est revenu. A priori, j'ai le mail de confirmation, mais il y a eu quand même un gros problème de mise sur le marché. Les Pixel 6 étaient disponibles tout de suite au moment de la conférence, je crois même pas après, c'était disponible tout de suite. Les gens voyaient les pixels sortir de leur panier au moment de la commande, c'était un peu surnaturel et c'était un peu bancal. Donc, premier truc un peu inquiétant, alors qu'on n'a jamais eu de problème avec les commandes de pixels les autres années. Google aurait-il changé de système de commande? En tout cas, c'est pété, hein. Comme diraient nos collègues de chez Villebrequin, c'est pété. C'était pété. A priori, vous devriez pouvoir les commander. Je ne sais pas si maintenant il y a des attentes plus longues. A priori, moi, ils ont l'air de me confirmer que je reçois le 28, puisque le 28 sera le jour où on les reçoit. Pas mal de choses à dire, mais commençons par le prix, parce que c'est certainement l'information la plus importante pour pouvoir jauger ces smart. Alors attendez, il faut que je retrouve ma facture pour vous donner les prix exacts en euros. Où est-ce que je l'ai foutu? Où est-ce que je l'ai foutu la facture? Voilà, Google Store. Donc, nous avons le Pixel 6 Noir Pro à partir de 899 euros. Et nous avons le Pixel 6 à partir de 649 euros. Voilà les prix exacts, en tout cas sur le Google Store, où vous pourrez avoir ces smartphones. Prix à analyser, je ne vais pas dire c'est cher, c'est pas cher, parce que ça ne veut rien dire. Si tes revenus, c'est 10 euros par mois, c'est atrocement cher comme smartphone. C'est un bon positionnement pour le créneau qu'il vise. C'est des flagships, on va dire, alors, très haut de gamme et haut de gamme. Voilà, le Pixel 6 vise le haut de gamme, concurrence iPhone 13, concurrence Samsung, S21 et éventuellement les flips. Concurrence aussi des hauts de gamme de chez Huawei, Xiaomi, etc., Oppo, OnePlus. C'est un prix assez agressif pour rentrer dans ce domaine-là. Alors, au niveau des customisations de mémoire, alors j'ai peut-être été déformé par les disponibilités en France. J'ai pas l'impression qu'on ait toutes les couleurs en France. Moi, j'ai eu que des 128 proposés, donc on ne pouvait pas prendre le 256 Go ou le 512 sur le Pro. Donc voilà, c'est peut-être des choses qui vont se décoincer à fur et à mesure des stocks. Mais voilà. Mais le prix est quand même assez compétitif. Alors ça reste extrêmement cher pour des smartphones, on est bien d'accord. Mais il faut les comparer plutôt aux autres smartphones de leur catégorie. Donc
offensive de Google. Ils veulent prendre des parts de marché. Ça, c'est le deuxième ressenti général de cette présentation. Google est là pour montrer qu'il est sérieusement là. On a pu avoir des doutes avec le Pixel 4, Pixel 5. Il y avait des trucs un peu brouillons dans la commercialisation, la disponibilité de ce qu'ils faisaient. On ne savait pas trop où Google voulait aller. Là, le Pixel 6, ils ont mis tous les moyens, sauf manifestement un site de vente, tous les moyens pour réussir. Oui, on a très peu de couleurs en France, hein, on me le confirme effectivement dans le chat. Donc on va pas trop parler des différentes couleurs, puisqu'a priori pour l'instant, pas trop disponible. Pourquoi Google met tout de son côté? Déjà, un peu comme Apple et d'autres, cette année, Google a son propre SoC, a son propre processeur. C'est le Google Tensor. C'est leur SoC à eux. Ils disent que c'est à peu près, en termes de puissance, comme un Snapdragon 888, mais sauce Google, sauce AI, sauce Tensor, sauce toutes les données que Google a accumulées sur nous depuis des années servent à rendre ce smartphone extrêmement intelligent, avec des capacités d'apprentissage de qui est en train de l'utiliser et d'adaptabilité à qui est en train de l'utiliser. Il y avait des petites phrases comme ça, du type votre Google Pixel reconnaîtra votre voix, quel que soit votre accent. C'était un peu, on le voit déjà avec l'interface qui s'appelle Material You. Google a beaucoup insisté sur cette notion de personnalisation. Comme on a tous data collectée depuis que Google existe, qu'on connaît très bien les gens, on a conçu quelque chose de beaucoup plus intelligent que les autres. On a une base de données qui nous permet de rendre l'expérience extrêmement personnalisée et votre pixel va en gros grandir avec vous, quoi. En tout cas, c'était le langage marketing. Donc, ce SoC est vraiment orienté dans ce sens pour faire tourner ces technologies Google. Et ça rendra le Pixel unique, en tout cas pour Google, par rapport au reste des Android. Toutes ces fonctionnalités ne seront pas répercutées sur l'ensemble des Android du marché. Donc, Google cherche à faire son smartphone à lui, maîtriser le hardware, maîtriser le software. On n'est pas très loin d'un OS, d'un fork Android, je pense, où Google continuerait bien évidemment à faire Android pour le reste du marché. Ils ne peuvent pas se passer de cet argent-là et de ce que ça leur rapporte en données qui leur permettent de construire leur offre publicitaire. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Google s'affranchit, en fait, d'Android. Android était très, très peu cité dans la conférence. Moi, ça m'a frappé. En termes de design, on a un design, on va dire, culotté, iconique. La grande barre noire, on en parlera jusqu'au repas de Noël. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? Je n'en sais rien. Qui suis-je pour juger de la beauté des choses? Moi, tout ce que je peux dire, en gardant ma neutralité, c'est que ça ressemble à un Stormtrooper. Non, c'est que c'est iconique. On reconnaîtra de loin, et là d'ailleurs, je ne suis pas du tout d'accord avec l'article de The Verge qui dit c'est un design un peu banal. Non, je trouve que c'est un design très iconique qui permettra de reconnaître un pixel de loin. Et j'irai pas plus loin que cette remarque-là. Finalement, quand vous voulez créer quelque chose d'iconique, en mettant une frange, en mettant un bouton de couleur, en mettant un truc pour que les gens reconnaissent que c'est votre smartphone, ou cocoche l'encoche, vous en foutez un peu que les gens trouvent ça beau ou pas beau. Ce qui vous importe, c'est que les gens vous reconnaissent de loin. C'est un peu comme si vous mettiez un chapeau avec une grande plume dans la rue aujourd'hui. C'est pas tellement pour que les gens disent « Oh, mais quel beau chapeau, monsieur !» C'est plutôt pour que les gens vous retiennent, tournent la tête et disent « Oh, c'est le monsieur avec un chapeau et une plume. Ah, c'est le smartphone avec cocotte, avec une encoche. Oh, c'est le smartphone avec la barre noire. » Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, voilà. Vous aimerez pas. Je les remontre effectivement à l'écran. Voilà ce qu'on a en termes de barre noire. Elle a un avantage, on va dire, d'utilisation, cette barre noire. Est-ce qu'on l'a en plus grand? Oui, voilà. C'est que pour le coup, on n'aura pas des smartphones à bascule quand vous le posez sur la table. La barre occupant toute la largeur, voilà, ça fait comme un petit chevalet quand on le pose sur la table. Bien évidemment, il y a des coques prévues qui vont permettre de faire disparaître l'épaisseur de cette barre. Barre qui est quand même effectivement très épaisse. Et les premiers youtubeurs qui ont eu les pixels dans les mains, c'est pas notre cas, hein, mais ceux qui les ont eus ont remarqué notamment que l'utiliser sans coque, on allait avoir pas mal de saleté, tellement cette barre, elle est épaisse. Elle est quand même très très épaisse. Chapeau plume, tu viens plus aux soirées. Bravo pour la ref. C'est singulier. Tout à fait Bastille. C'est un design singulier. Si on dit ça de vous, mais Jérôme, tu as une beauté singulière, c'est une manière super polie de dire t'as un peu une gueule cassée. tu, tu as vraiment une beauté singulière. Mhm. C'est un peu comme quand on vous dit t'es sympa. Atypique, effectivement. Vous avez des problèmes de fluidité de la caméra. Qu'est-ce qui me fait ce matin? Oui, effectivement, il y a du drop frame. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez le son de ma voix, ne regardez pas ma figure. Effectivement, on pense qu'on veut, mais c'est un design banal. Mais dire que c'est un design banal n'est pas très honnête. Oui, oui, je suis d'accord. Oui, Daft Punk, Stormtrooper, toutes les rêves sont bonnes. On va pas trop parler des couleurs, puisqu'en France, manifestement, on n'a pas toutes les couleurs. On va parler des matières. On est vraiment dans du bimatière, avec du mat et du brillant, hein, comme on peut le voir là. Les hauts brillants, le bas mat. C'est un choix intéressant. À voir ce que ça donne. C'est difficile de juger, effectivement, comme ça, sans les avoir en main. Un finish un peu plus pro sur le pro, avec des pourtours en métal. On sera plus dans de l'alu sur le 6. Des couleurs un peu plus pro sur le pro, un peu plus fun sur le Pixel 6. Des smartphones extrêmement larges. Il n'y a pas de petits pixels. On est dans des largeurs d'un iPhone 13 Pro Max, voire même plus large pour le Pro. Donc c'est des grands, voire très grands smartphones. Donc ceux qui sont allergiques aux grands smartphones, ils vont pas être contents. Cette année, en tout cas, dans cette première proposition, il n'y a pas de petits pixels. C'est vrai qu'il y a un côté Pokéball avec ses couleurs sur le Pixel 6. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Au niveau des caméras, parlons un petit peu des caméras. Donc dans le Pixel 6, on a deux caméras qui sont planquées dans la barre noire. Et dans le Pixel 6 Pro, on en aura trois. Le trio habituel des pros actuellement, un grand angle, l'objectif principal, un ultra grand angle et un télé. Donc au niveau du grand angle, la caméra principale, Google a changé de capteur. On a un 50 mégapixels avec un capteur qui est quand même beaucoup plus grand, ce qui donne des tailles de pixels d'1,2 micron. Donc ça, c'est du bon, voire c'est du très bon. Euh, Comme là, on a une ouverture à f1.85. Manifestement, l'optique est stabilisée, mais peut-être pas forcément le capteur. Ça, il va falloir vérifier. Ensuite, pour l'ultra grand angle, ça ouvre à f2.2 et on a un nouveau capteur aussi. C'est du 12 mégapixels, ce qui fait que la taille des pixels est plus grande quand même, même si à mon avis on a un capteur plus petit. Donc ça fait du 1,25 micron
Voilà, c'est à peu près la même taille. Et alors, pour le téléobjectif, ça sera du 48 mégapixels avec un objectif à f3.5. Là, il donne pas la taille des pixels, mais je crois que quelqu'un nous l'a donné hier. On a des pixels beaucoup plus petits, donc il sera probablement un peu moins performant en basse luminosité. On verra. C'est intéressant. On sait que Google a toujours été très bon dans l'image calculée. Euh, Google est un peu le maître de l'image calculée. Ils ont montré, en gardant le même capteur pendant très longtemps sur les pixels, rien qu'en faisant évoluer le logiciel, l'interprétation informatique de l'image, on arrivait à des résultats très spectaculaires. Ils sont arrivés à faire des modes portrait avec un seul objectif. Ils sont très bons dans l'image calculée, grâce aussi à une base de données d'images immense, la plus grande du monde, qui fait que leurs algorithmes sont très bien entraînés. Euh, Ils avaient de l'avance, ils ont été rattrapés, c'est les rois de l'algo. Ils ont quand même compris que même si dans un smartphone, c'est des appareils photo miniaturisés, il y a un moment où le hardware optique, le hardware capteur, ça compte quand même. Et ça, Apple et Samsung l'ont montré, c'est qu'il y a un moment, tu peux améliorer ton image calculée, puisque les smartphones font des images calculées qui compensent la miniaturisation de leur taille. Donc c'est des images très informatisées. Tu peux faire des trucs incroyables avec ça, mais il y a un moment, tu es rattrapé quand même par la réalité optique que le verre, ça compte, et la taille du capteur, ça compte. Donc, ça va être très intéressant de voir est-ce que les ingénieurs de chez Google ont réussi à adapter leur image calculée à ce nouveau capteur, cette nouvelle optique, aux problématiques que ça peut engendrer en termes de mise au point, etc. Donc ça va être intéressant à tester. Euh, Effectivement, si vous voulez savoir de quoi je parle, de la différence entre les smartphones et des appareils photo dédiés, on vient de sortir une vidéo sur ce sujet. Vidéo d'ailleurs, je fais une aparté qui a été mal comprise par certains d'entre vous, mais je comprends pourquoi elle a été mal comprise. Encore une fois, on ne dit pas que les appareils photo dédiés sont meilleurs que les smartphones. On dit qu'ils sont différents. Je regrette, j'aurais dû prendre une autre analogie à la fin de cette vidéo, de vous dire, un appareil photo dédié, c'est un marteau, un smartphone, c'est un tournevis. Le premier qui me dit un tournevis est supérieur à un marteau ou un marteau est supérieur à un tournevis, je lui envoie les deux dans la figure. Voilà, c'est des outils différents. Voilà. C'est ce que je voulais faire passer dans cette vidéo, mais les gens sont tellement obsédés de il me faut un truc qui est meilleur que tout. Les gens ont compris qu'on voulait dire qu'un appareil photo dédié était meilleur qu'un smartphone. Non, parce que va mettre un appareil photo dédié dans ta poche, tu n'y arriveras pas. Donc rien que pour ça, c'est un outil complètement différent. Euh, les deux marchent pour se gratter le dos, tout à fait. J'ai envie de faire une vidéo, marteau versus tournevis, lequel prend des meilleures photos. Ça ferait une bonne vidéo, ça. Ça ferait une très bonne vidéo. On peut clouer avec le manche d'un tournevis, mais pas visser avec un marteau. Faux! Si ton marteau derrière est assez fin, tu vois, sur la partie pour arracher, tu peux peut-être quand même visser une vis. Hein. Bref, on continue. Parce que là, je suis parti dans les graviers. Ça, c'est au niveau photo. On verra aussi au niveau vidéo. Là-dessus, Google n'était pas mauvais, mais n'était pas au niveau des iPhones au niveau vidéo. Là, ils garantissent de la HDR jusqu'à 60 images secondes en 4K. En 4K, pardon, pas en KK. À voir. À voir. Après, on l'a compris ces dernières années, à part Apple, les autres fabricants de smartphones s'intéressent moins à la vidéo parce que les gens font moins de vidéos en fait. Parce que la vidéo c'est compliqué, c'est dur à dérocher, c'est dur à monter. C'est pas un argument hyper important en fait, dans l'absolu, pour
le grand public, la vidéo. Il faut que ça filme pour faire des vidéos de ses enfants et tout, mais à part Apple qui lui considère vraiment, peut-être avec prétention, que son smartphone peut être un outil audiovisuel utilisé par les professionnels, dans certains cas, les autres, la vidéo, ils n'ont jamais mis d'énormes efforts dedans. Euh, les vidéos, t'es pas forcément obligé de les montrer. Non, mais l'exercice... Bon, enfin bref, on va pas partir là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Les écrans. On a du 90 Hz sur le 6, on a du 120 Hz adaptatif, donc qui descend jusqu'à 10 Hz, hein, comme les iPhones cette année, pour le 6 Pro, c'est des bonnes nouvelles. 6,4 pouces pour le Pixel 6, 6,7 pouces pour le Pixel 6 Pro. Ça a l'air d'être du bon. Des petites inquiétudes, certains testeurs l'ont montré. Sur le 6 Pro, on a une courbure d'écran et on voit une ombre dans les pixels. C'est quelque chose qu'on voit plus depuis longtemps sur les flagships. Donc peut-être que la courbure est mal maîtrisée chez Google. À voir, à voir, à voir. On verra, on verra. Enfin, 90 Hz, Wendigo, ça va, il n'y a même pas un an, on était tous à 60 Hz. C'est vrai que je lag pas mal au niveau de la caméra aujourd'hui. Je peux pas réparer le problème en live, mais je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. Attendez, je vais juste voir, parce que comme on a fait des réglages l'autre jour pour le live, est-ce que j'ai pas un truc bizarroïde? Ouais, le débit vidéo est peut-être un... Je vais tenter un truc, parce que c'est le seul truc que je peux changer en live, c'est vous changer le débit vidéo. On va voir si c'est mieux. Hop. On va voir si ça améliore un peu le truc. Bof, on verra. Pas grave, le son est nickel. Oui, oui, tout à fait. Non, mais même moi, j'étais choqué. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux. J'avais peut-être un bitrate qui était un peu haut. Ouais, j'avais peut-être un bitrate qui était un petit peu haut. Et dans la série des problèmes techniques, ce serait sympa de remonter le niveau sonore et beaucoup plus bas que la moyenne. Souvent, vous vous plaignez qu'on est trop fort. En vrai, vous êtes au max de volume chez vous? Moi, je veux bien vous mettre du gain, hein. Elle est où ma table Elle est là. Je vais vous rajouter un petit peu de gain, mais on va pas y aller trop fort. Ok, j'ai ajouté un petit peu de gain. On va voir. Ok, je suis au maximum de gain logiciel. Je vais vous ajouter encore un peu de gain là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Il n'y avait pas besoin d'y toucher. Bon. Je vais monter un petit peu le gain pour ceux qui ont un volume un petit peu faible. Trop fort pour vous maintenant? C'était parfait. Merde. Voilà. Vous voyez le problème quand quelqu'un dit « Ah, t'as un problème technique ». C'est que si tous les autres ne l'ont pas, j'ai baissé du coup. Ah là là, mettre tout le monde d'accord, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, je vous jure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire au niveau de la batterie? Ça a l'air pas mal, mais est-ce qu'on va en parler beaucoup? Il n'y a pas de chargeur dans la boîte. On a de la charge sans fil, on a de la charge rapide, on a de la recharge inversée. On a 4614 mAh pour le 6, 5004 mAh pour le 6 Pro. À voir après si le logiciel est optimisé pour la batterie. On a vu pas mal de choses intéressantes sur de la traduction instantanée, tout ça. Il va falloir tester. Parce que là, c'était de la démo. Mais en tout cas, on sent que Google est là
pour marquer le coup. Est-ce qu'ils y arriveront? Est-ce que... Bah tiens, on va faire un petit sondage quand même. Qui va acheter un Pixel 6? Alors, nouveau sondage. Un sondage d'opinion. Allez-vous acheter le Pixel? Ah, c'est trop long. Pixel 6 et 6 Pro. J'achète le 6. J'achète le 6 Pro. J'achète pas. Hop. C'est parti, commencez le sondage, on va voir. En temps réel, nous allons vendre ces données à Google. Nous allons faire une étude de marché en direct sur le chat de ce live. Des 722 personnes qui sont actuellement sur le live. Sondage en direct commenté. Nous sommes actuellement à 83% de j'achète pas. Mais on s'en fout. Nous sommes, et ça c'est intéressant, 8%. 8, 6, ça bouge. 6% pour acheter le 6, donc 10 personnes vont acheter le 6. 13 personnes vont acheter le 6 Pro. 14 personnes achètent le Pro. 15 personnes achètent le Pro, qui dit mieux. Ça remonte aussi côté 6. Nous sommes à 14 qui achètent le Pro. Et si je vous en mets 2 pour le prix d'un... Non, je plaisante. 18. Ça fait pas mal si on cumule... On a 10% d'intention d'achat pour le 6 Pro, 8% pour le 6. C'est quand même pas mal. Hein, et donc, sur 744 personnes, on a 21 acheteurs du Pro et 16 acheteurs du 6. Moi, je dis, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah non, je suis pas d'accord, Denzel. Tu sais pas lire les sondages. Au contraire, c'est hyper intéressant. Il faut pas regarder le j'achète pas. D'abord parce qu'il y a plein de gens qui sont peut-être pas en renouvellement de smartphone, d'autres qui n'en veulent pas, mais c'est normal. Mais d'avoir un 11% déclaratif de j'achète le Pro et un 7% déclaratif qui achète le 6, c'est des très bons chiffres. Alors si le prix est trop élevé pour vous, c'est que vous serez plus heureux effectivement avec des téléphones, on va dire, un peu plus chinois. Disons les choses telles qu'elles sont, des OnePlus, des Oppo, et pas du haut de gamme en fait. Vous ne pouvez pas acheter un smartphone haut de gamme, c'est tout. Alors, il faut savoir, pas en France, mais aux États-Unis, Google a fait une très grosse campagne de pub autour du Pixel 6. Donc le grand public, en tout cas aux États-Unis, est beaucoup plus au courant du Pixel 6 qu'ils ne l'ont été des autres Pixels. Donc peut-être que Google va réussir son coup cette année, de vraiment prendre des parts de marché dans le marché des smartphones. Hein. Avec la chiffonnette. Ah, la fameuse chiffonnette. Le coup marketing d'Apple de la chiffonnette. Et vous êtes tous tombés dedans. Comme j'avais pronostiqué. Tout le monde parle de la chiffonnette. Les mecs du marketing de chez Apple sont là, mais on est trop fort. On a donné l'objet pour que tout le monde s'offusque et tout le monde tombe dans le panneau. Et tout le monde parle de nous. Question, qu'est-ce qui séduit dans le fait d'acheter un Pixel plutôt qu'un autre Android? J'ai l'impression que le gros avantage, c'est surtout côté bidouillage d'Android dessus. Non, alors un des gros arguments du Pixel, c'est la photo. Hein. A priori, on n'a pas encore testé, mais c'est la photo. Et c'est un des seuls smartphones Android où c'est la même boîte qui va faire le hardware et le software. Donc une imbrication à la Apple entre le hardware et le software. C'est ça qui est intéressant dans le Pixel.
Oui, oui, je sais, la chiffonnette est en rupture de stock. Euh, Grosse panne support, mise à jour, 3 ans de retard, c'est de la vraie donnée. Ouais. Mais ils n'ont pas fait leur SOC. Si, justement, Google, là, TensorFlow, c'est leur. Google Tensor, c'est leur SOC à eux. Ils ont fait un peu comme Apple. Le Pixel 3 de mon mari est reparti en SAV 3 fois sur un an. Ah, pas de bol. Moi, il a plutôt bien tenu. Il a plutôt bien tenu. Hein. Pas de Snapdragon 888. Bah oui, ils ont fait leur propre SOC. On verra, on verra. Il y a un moment. D'ailleurs, on va terminer là-dessus. Les YouTubers qui l'ont en main déjà, Google leur a pas permis de montrer plus que le smartphone et l'écran d'accueil. Donc pour l'instant, Google ne veut pas de test en fait du Pixel 6, ce qui est pas un super bon signe, hein, pour être tout à fait honnête. Quand une marque dans l'embargo te dit t'as le droit de montrer dans la prise en main, t'as le droit de montrer mon smartphone, t'as le droit de montrer l'écran d'accueil, mais t'as pas le droit de montrer des photos, t'as pas le droit de montrer le fonctionnement, t'as pas le droit de montrer le software. Ça crée pas nous, les influenceurs tech, on sait que c'est rarement un excellent signe. Ça veut dire qu'ils sont pas tout à fait prêts. Donc qu'il est toujours sous embargo. C'est déjà arrivé, hein. Alors, Google s'en défend et dit non, on a fait ça pour que les youtubeurs ne déflorent pas trop l'expérience et fassent juste une prise en main du Pixel. Voilà ma réponse. Et le fait qu'ils nous les aient même pas envoyés à nous est aussi pas un bon signe. Ils ont eu peur. Google a peur de Nowtech. Non, simplement, on n'est pas sur le listing, Jérôme. Hein. Accepte ça, tu es une petite chaîne. Mais c'est pas grave, Google. On va parler quand même de vos smartphones. On les a achetés pour les tester. Parce que de toute façon, on a déjà un sponsor pour cette vidéo. Donc il fallait qu'on les achète pour les tester. Et je suis d'une transparence ce matin, profitez-en. Non, mais nous, c'est normal, hein, qu'on ne reçoive pas tous les smartphones. On est petit. On a une réputation aussi, Nowtech, d'avoir parfois la dent dure sur certains produits qu'on teste, et de plus en plus. Et ça me va très bien. Je préfère être craint qu'aimé des marques. Et c'est vrai en plus. J'en ai marre de servir la soupe aux marques. Je l'ai fait. Je ne veux plus servir la soupe aux marques. Ouais, mais pourtant, quand tu fais une vidéo sur les iPhones, t'es trop gentil avec eux. Non. Non. Les iPhones, on les achète, on les a toujours achetés. Apple ne fait rien pour nous. S'il y a bien une marque à qui on ne sert pas la soupe, c'est Apple. Ils font aucun effort pour nous. Sans pitié. Non, quand les marques payent, on fait pas un test, hein, du produit, hein, Yves, si tu es attentif à la chaîne, sauf l'exception pour l'instant, effectivement, de certains produits type vélo électrique et tout, mais en tout cas sur les smartphones, quand une marque de smartphone nous paye pour parler de son smartphone, on en parle dans une vidéo qui n'est pas le test de ce smartphone. Moi, je trouve que ça serait pas honnête envers vous, même en vous avertissant, de faire un test rémunéré. Pour l'instant, je dis pas qu'on le fera jamais, parce que je sais pas de quoi demain est fait, et peut-être que demain, je serai aux abois au niveau fric, parce que j'arriverai pas à payer les salaires, et qu'il faudra que je fasse un compromis. Mais en tout cas, aujourd'hui, en 2021, il n'y a pas un seul test de smartphone où on a été payé pour faire ce test. Voilà.
Après, on n'est pas du tout impartial, on n'est pas du tout objectif, on ne cherche pas à l'être. Nous sommes une chaîne subjective, on partage la passion avant de partager les informations. On n'est pas des journalistes scientifiques et je cherche absolument pas l'objectivité de nos tests. On est là pour véhiculer un amour commun de la tech avec vous. Ah, mais sinon, attends, on n'a pas vendu que notre âme, on a vendu notre cul à plein de marques pour plein d'autres OP et plein d'autres vidéos. Je parle juste des tests. Un test payé par la marque que tu testes, c'est très délicat quand même. Là, j'ai été super transparent avec vous et il est 8h47. J'ai un retard de malade. On va passer vite sur le Pixel Pass puisqu'on va pas l'avoir en France. Mais Google a également annoncé effectivement qu'ils allaient lancer le Pixel Pass aux États-Unis qui regroupera YouTube Premium, YouTube Music Premium, un espace de 200 gigas sur Google One, le catalogue Play Pass, une assurance pour les réparations dues aux petits accidents de la vie et un programme pour renouveler facilement son Pixel avec la dernière génération. Et ce pass coûtera 45 $ par mois ou 55 $ si vous achetez le Pass Pro, en fait. C'est intéressant comme offre. On aimerait bien que ça arrive en France. Ça peut être super intéressant. Ça peut être aussi une manière pour Google de garder les gens plus captifs sur le Pixel. Intéressant, on analysera quand ça viendra en France. Parlons un peu de nos amis. J'ai fait des gros guillemets pour ceux qui nous écoutent en audio pendant ce silence. Nos amis de chez Facebook, a priori, les rumeurs, on court vite là en ce moment, que Facebook serait en train de changer de nom. Le groupe Facebook, pas l'application, pas le réseau social Facebook, celui qu'on écrit en minuscule. Je parle du groupe Facebook. Facebook, quand on l'écrit en majuscule, ça c'est le groupe Facebook avec Instagram, Oculus, etc. WhatsApp, etc. Le groupe va changer de nom. On se demande bien pourquoi. Effectivement, le mot Facebook commence à être un petit peu difficile à vendre. Et surtout, ça c'est quelque chose qu'on sous-estime toujours, ça doit probablement devenir de plus en plus difficile pour le groupe Facebook de recruter des talents. Parce que c'est plus du tout à la mode de bosser chez Facebook. Ça fait pas génial sur ton LinkedIn. C'est pas aussi hypé qu'il y a 10 ans, quoi, de bosser dans le groupe Facebook. Comment ils vont s'appeler? Alors, la rumeur dit que ça va être un nom autour de Horizon. Puisque ils veulent... Alors, l'excuse officielle de Facebook, c'est de dire, si on change de nom, c'est pour montrer qu'on va sur le marché du métaverse. On en a déjà... J'ai pas dit métaveste, hein. Ça vous faites ce que vous voulez, il fait un peu plus doux, donc t'es pas obligé de mettre ta veste, mais s'il fait froid, mets ta veste. Moi je parle du métaverse. Hein, on a déjà expliqué dans un article ce que c'était que le métaverse. Marc Hounet, il est à fond dessus, il veut amener son groupe là-dedans, dans le métaverse, donc ils veulent donner un nom qui serait plus porteur de cet univers-là. Donc Horizon, sans être follement original, serait pas mal. Je savais qu'il manigançait un truc. C'est plutôt malin de changer au moment de transformer le groupe à ce moment du métaverse. Oui, ça permet surtout de protéger un peu le groupe. Vous savez, moi j'essaye de voir loin. Je ne serais pas surpris, dans 5 ans, que le réseau social Facebook disparaisse, mais le groupe Facebook qui sera devenu le groupe Horizon sera encore là et très florissant. Facebook a une mauvaise réputation. Ça va être très difficile de laver le nom Facebook. Il est plein de crottes. Il est dégueulasse. Hein, t'as beau frotter, là, il retrouve pas son lustre. Instagram est plutôt bien vu, mais lui aussi, au bout d'un moment, va subir l'érosion que subissent tous les réseaux sociaux.
et dont il est difficile de se remettre. Donc c'est plutôt malin. Quand ils ont fondé ce groupe, c'était Facebook qui avait le vent en poupe en termes de réputation, donc ils l'ont appelé le Facebook Group. Ça serait plutôt malin de changer de nom actuellement. Vous savez, 5 ans, c'est long hein, pour un réseau social. Autant, bien sûr, une marque comme Apple, pour moi, ne coulera pas en 5 ans. Elle coulera un jour, par contre. Ça, retenez que je l'ai dit. Un jour, Apple disparaîtra. Comme n'importe quelle marque. Les empires s'effondrent toujours dans les sables du temps. Euh, aucun empire ne résiste vraiment à l'érosion. Apple disparaît ou se transformera, parce qu'il est arrivé que des sociétés pas vraiment disparues, mais se transforment en autre chose. Mais là, je peux vous dire, je pense que Apple va pas disparaître en 5 ans. Un réseau social, je parle spécifiquement du produit Facebook, il se transformera peut-être en autre chose. Mais Nowtech ne fermera jamais. C'est pas ce que dit le comptable, hein. Tu regardes trop Fondation. Ouais, j'ai simplement lu un peu l'histoire. On pourra plus parler de GAFAM pour se la péter avec les potes. Ah ouais, en plus, avec Horizon, ça va donner les GAHAM. GAHAM. On verra. Kodak, on va pas dire qu'ils ont complètement disparu, mais ils sont largement transformés. Moi, l'exemple que je donne toujours, c'est Paname. Regardez le film, le vieux film 2001, Odyssée de l'espace. Paname était tellement indétrônable à l'époque du film que la station spatiale a le logo Paname. Et bien pourtant, la Paname a quasiment complètement disparu aujourd'hui. Alors que c'était indéboulonnable, la Paname. C'était énorme, c'était aussi gros qu'Apple. Alors Horizon, on ne sait pas hein, le nom, mais les journalistes supputent que ça serait un nom proche de Horizon. Actuellement, le groupe Facebook a lancé une app qui s'appelle Horizon World. Ils ont fait une démo d'un nouveau workplace avec de la virtualisation qui s'appellerait Horizon Workroom. Donc Horizon, ça collerait pas mal. Ça collerait pas mal. Panam, c'était une compagnie aérienne américaine, énorme. Non, non, mais c'est normal que les plus jeunes d'entre vous n'aient pas. Moi-même, j'ai jamais vraiment connu la Paname. Hein. Je crois que ça s'est effondré. Enfin, j'ai jamais connu. Si, mais ça s'est effondré, je crois, dans les années 80, hein, Paname. Faut savoir prendre le bon virage. Ouais, mais justement, plus une boîte devient grosse, plus elle devient puissante, plus c'est difficile de prendre les virages. Ça, c'est un peu pour ça que les empires disparaissent dans les sables des temps. C'est que, regardez, alors, l'Empire romain, justement, n'a pas disparu, contrairement à ce qu'on vous a appris à l'école. Il s'est transformé, notamment en Église catholique. Mais l'Empire romain, au bout d'un moment, quand vous devenez un gros paquebot, c'est super dur de prendre les virages, quoi. Vous sclérosez petit à petit. Et c'est très compliqué, le sizing en entreprise. On devient gros, et puis on a de plus en plus de mal à manœuvrer. On est de moins en moins dans l'air du temps, et tout devient très compliqué, très procédurier à l'intérieur de ton entreprise, et administrativement, et ça sclérose ton empire ou ton entreprise. Toshiba existe depuis 1875. Ouais, mais est-ce qu'ils ont le même business? Toshiba a fait des gros pivots. Alors, le Japon, en plus, a quand même
des trucs qui durent très très longtemps parce qu'ils ont une manière de toujours peaufiner un seul truc. Donc oui, oui, mais dans le luxe aussi, tu as des entreprises de père en fils. Je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que arriver à une certaine taille, ça devient très compliqué. L'Empire romain n'a pas disparu, il est où César? Bah regarde les appellations du clergé catholique et tu retrouveras toute la hiérarchie romaine. En fait, disparaître, tu disparais jamais complètement, tu te transformes en fait. C'est ça. Voilà, une société qui grossit trop ne peut plus innover, effectivement. Allez, on continue. Je voulais parler rapidement, justement, on parlait d'Apple. M1 Pro, M1 Max, les nouvelles puces haute performance. Pourquoi certains journalistes tech qui s'y connaissent allez voir d'ailleurs la vidéo de Dave2D, qui est un YouTuber que je respecte énormément dans son écriture. C'est quelqu'un qui teste énormément de processeurs, de cartes graphiques. C'est vraiment un ingénieur à ce niveau de connaissance. Il est assez estomaqué par les M1 Pro et les M1 Max, donc il n'y a pas que de la hype. Oh là là, les gens disent que c'est trop bien parce que c'est juste Apple. Apple a quand même fait quelque chose de très intéressant et quand on rentre vraiment, et là, en essayant d'être dépassionné et d'oublier son anti-fanboyisme ou son anti-Apple, euh, Apple a repris cette philosophie du M1. Effectivement, il se base sur des architectures qui existent déjà depuis longtemps, mais ils ont fait quelque chose qui est assez intéressant dans le monde des processeurs. Apple a fait à la fois des processeurs hyper puissants, mais avec une obsession, c'est qu'ils consomment le moins possible. Et vraiment, ils sont arrivés à un équilibre hyper intéressant, parce que consommer le moins possible, c'est pas juste histoire de faire diminuer votre facture électrique. C'est plutôt avoir le moins de problèmes de chauffe, moins de problèmes d'usure, plus de performance. Et ils ont fait des choses, notamment avec cette gravure de 5 nanomètres, qui est une gravure extrêmement fine. Et là-dessus, ils ont un avantage sur AMD et sur Intel. AMD qui a 7 nanomètres actuellement, mais Intel, même si c'est du très bon 10 nanomètres, mais ils sont pas aux 5 nanomètres. Ça permet un nombre ahurissant de transistors sur ces puces. Le M1 Pro intègre 33,7 milliards de transistors et le M1 Max 57 milliards de transistors. Milliards. Oui, l'Armina. Vous savez ce que ça veut dire, un milliard de transistors? euh, Ça doit être passionnant qu'un ingénieur explique pourquoi physiquement ça consomme moins qu'un ARM. Ouais, tout à fait. Yep, excusez-moi. Yep. Donc un nombre de transistors hallucinant. La gestion de la mémoire vive est super intéressante parce que c'est de la mémoire vive unifiée qui va autant être utilisée par le GPU que par le CPU. C'est le gros avantage d'avoir conçu un système SoC, un système on chip. Tout est dedans. Carte graphique, processeur, mémoire, les coprocesseurs dédiés, tout est dedans. Et ça permet de faire un truc vachement malin, c'est d'optimiser et de réduire les goulots d'étranglement des systèmes plus traditionnels qu'on connaissait en informatique, avec le processeur qui est séparé de la partie graphique avec des goulots d'étranglement pour faire passer les informations de l'un à l'autre. Bien sûr, ça existe déjà sur les consoles, tout ça. Non mais, vous le savez, de toute façon, Apple n'invente rien. Combien de fois il va falloir qu'on vous le répète? Apple n'invente rien. Apple optimise, si vous voulez. Néanmoins, c'est hyper intéressant. Ce qui est assez compliqué, par contre, c'est que aujourd'hui, et certains d'entre vous, je l'ai vu, plein de gens m'ont demandé des conseils sur Twitter, comme si j'allais pouvoir vous répondre là-dessus. J'en sais rien non plus.
Lequel il faut choisir? Regardez le nombre d'options de SoC qu'on a aujourd'hui sur les MacBook Pro. On a 10 versions et on parle même pas des versions de mémoire vive que vous mettiez 16, 32, 64 dessus. Rien que au niveau des cœurs, des différents cœurs, que ce soit dans le GPU ou dans le CPU, la mémoire unifiée, etc., vous avez plein d'options différentes en fait. Alors pourquoi on dit un goulet d'étranglement et pas un goulot d'étranglement? D'accord, bah, merci de m'avoir corrigé. Je suis pas. Ouais, j'ai toujours dit goulot d'étranglement. Donc je fais peut-être une erreur depuis pas mal d'années. Et aujourd'hui, moi, je serais bien incapable de vous dire, ah, il faut absolument prendre le CPU en 10 cœurs, le GPU, c'est moins important. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Ça dépendra bien évidemment de vos usages. Plus vous allez aller vers des parties graphiques ou montage vidéo, je pense que le GPU va avoir son importance. Si vous avez un budget limité, prenez le meilleur. C'est les seuls conseils que je pourrais donner aujourd'hui. On peut dire les deux, nous dit Megaman, le goulet d'étranglement ou le goulot d'étranglement. Merci. Les deux se disent merci. Ah, j'adore quand on part sur des discussions d'académie. Pourquoi il y a autant de déclinaisons? Bah, en fait, si vous connaissez un petit peu la manière dont sont fabriqués les processeurs, les SoC, c'est qu'il est impossible de produire des puces dont 100% des cœurs CPU et GPU sont opérationnels. En fait, toutes les puces sont conçues, fabriquées comme des M1 Max maximum. 10 cœurs CPU, 32 cœurs GPU. Mais là-dessus, il y en a certaines où il y a des trucs qui ne marchent pas, donc on les analyse et on fait une gamme comme ça de processeurs. C'est pas Apple qui a inventé ça, on a toujours fait ça avec les processeurs. En fait, enfin, on a toujours fait ça. On fait ça de plus en plus. On fabrique le processeur le plus puissant possible et après on regarde au démoulage du processeur. Ceux qui sont 100% intacts, qui ont été parfaitement fabriqués, deviennent le haut de gamme. Et avec ceux qui ont été un peu moins bons et qui ont des trucs qui ne marchent pas sur leur processeur, on en fait le reste de la gamme. Ça peut paraître difficile à comprendre parce qu'on se dit mais j'ai pas envie d'un processeur pété. C'est pas une question de péter en fait. Voilà, c'est un déclassement de certains processeurs qui permet de faire des processeurs d'entrée de gamme avec une architecture de processeurs haut de gamme, en fait. C'est surtout des questions... D'ailleurs, c'est pour ça que l'overclocking existe. On va pas rentrer là-dedans, mais en gros, c'est ça. Je trouve ça horrible de lancer deux puces Pro et Max mal agencées. Alors, j'ai eu un peu ta réaction au début avec les annonces. Pourquoi ils ont lancé Pro et Max? C'est qu'on... En fait, je commence à comprendre. Apple veut dire, vous voulez le maximum de puissance, mais les graphismes... Enfin, vous voulez le maximum de puissance. Prenez le Pro. Vous voulez le maximum de puissance, mais en plus... Vous voulez faire de la 3D ultra performante en création, parlons pas encore du jeu vidéo. Parce que, ok, les Mac pour le jeu vidéo, même s'il y a de plus en plus de jeux portés, c'est quand même pas les mêmes API que les GPU qu'on a dans le monde PC. Mais en gros, Apple te dit un petit peu que le Max, tu n'en as besoin que si tu es vraiment dans des domaines très visuels, montage vidéo, pas forcément photo, hein. Montage vidéo 3D, en fait. Mais effectivement, moi, j'aurais plus fait peut-être Pro et Pro Max. C'est un peu bizarre. Mais ils n'ont pas besoin de créer le tutoriel, leur carte graphique. Elle est dans le SoC, la carte graphique. Ils n'ont justement pas besoin de carte graphique. Alors après, tu pourras peut-être en ajouter plus tard,
Mais là, la carte graphique est dans le SoC, en fait. Et partage la RAM du CPU. C'est ça qui est intéressant. C'est ça, unifié. La mémoire unifiée veut dire que tes 64 gigas, par exemple, si tu mets 64 gigas, seront partagés, enfin, seront utilisés par le processeur. Et ça, alors, tu peux dire, ah, mais je veux pas. Mais c'est mieux, en fait. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de goulot d'étranglement avec des données traitées par le GPU qui doit renvoyer au processeur et vice-versa, en fait. Ce qui est fort, c'est jusqu'à présent un laptop en mémoire partagée. On trouve ça tout pété, mais eux, en appelant ça unifié, ils font un truc cool. En fait, Oleg, ils n'ont pas fait que ça. Alors là, si vous voulez qu'on rentre vraiment dans le truc, de ce que j'ai compris, euh, euh, l'unification des mémoires CPU et GPU est une approche très pertinente, de même que sa grande proximité physique avec la puce monolithique intégrant CPU et GPU au sein du même processeur. Apple ne s'est pas contenté de rajouter des cœurs GPU entre les versions Pro et Max. Euh, il a travaillé sur la façon dont l'information circulait entre les cœurs CPU, GPU et la mémoire unifiée. Alors que le M1 Pro affiche déjà une bande passante de 200 gigaoctets secondes, 3 fois plus que le M1, la puce M1 Max pousse le vice à 400 gigaoctets secondes, soit 2 fois plus que le M1 Pro et 6 fois plus que le M1. Une erreur de traduction. Et également, les SSD qu'ils ont mis dedans sont calculés pour pas devenir un goulet d'étranglement ou un goulot d'étranglement. Mais je l'ai vu sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui sont encore sur le mode ordinateur traditionnel. J'ai le processeur, j'ai la carte graphique. C'est pas forcément l'avenir de l'informatique, en tout cas du hardware informatique. Euh, ils reprennent Pro pour le Max, faire comprendre que ça reste dans la gamme Pro iPhone, mais sans le Pro, ça pourrait passer aussi, ouais. Là, les appellations, voilà. Nous, en tout cas, alors, on n'a pas le budget pour prendre toutes les versions différentes, mais on aura en test, puisque certaines personnes ici s'équipent personnellement de M1 Pro ou Max, et on en achète aussi un pour tester sur la chaîne. Donc, on testera à la fois un M1 Pro et à la fois un M1 Max. Donc ça va être intéressant. Euh, on vous aidera à choisir. Donc choisissez peut-être maintenant. C'est pas la peine de se ruer sur le produit, hein, je pense. Les M1 Pro et Max sont là pour durer, hein. Et le M1 n'a pas disparu non plus, hein. Ouais, le SoC Max, je le vois beaucoup pour des cinéastes, mais des cinéastes déjà de très haut niveau, notamment grâce aux copros qui vont gérer le ProRes. On rentrera dans le détail quand on fera des tests, mais c'est intéressant. Et je vous propose maintenant, parce que c'est un moment que vous attendez avec impatience, je le sais, que nous passions à notre merveilleux sponsor, Mon Petit Placement. Ah putain, j'avais oublié de remettre ma caméra. Ouais, bah vous avez fait l'article avec moi. Notre merveilleux sponsor, Mon Petit Placement. Alors, mon petit placement, je le dis là parce que c'est important. Si vous avez des questions sur mon petit placement, et je sais que vous les avez, parce que vous essayez de me les poser, je vous réponds pas, parce que c'est pas mon rôle. Eh bien, gardez ces questions pour vendredi. Normalement, je serai rejoint vers 9h15, 9h20 par une personne de chez Mon Petit Placement qui va venir répondre directement à vos questions, notamment sur le placement, parce que lui, c'est son job, hein. Il pourrait vous répondre bien plus que moi. Moi, je suis juste là pour vous présenter la plateforme technologique, Mon Petit Placement, qui vous permet d'investir simplement votre argent
Vous avez un peu peur des placements, vous pensez que c'est réservé aux riches, que c'est réservé aux gens qui s'y connaissent. Mon petit placement, c'est à partir de 300 euros. C'est simplifié. C'est des placements qui sont choisis par des experts que vous pourrez contacter, qui sont joignables par téléphone, par chat. C'est pas des systèmes de bots derrière une appli. Donc c'est une vraie société avec des vrais gens derrière. Qui s'occupe de ça. C'est fait vraiment pour les gens qui ont peur du risque dans les placements parce que vous pourrez cranter très facilement quel est le risque, parce qu'il y a toujours un risque dans un placement, ça c'est important de le rappeler, mais vous pourrez cranter très finement où est-ce que vous voulez placer votre curseur de risque par rapport à la performance. En plus, si vous ne voulez pas investir dans certains secteurs parce que le nucléaire vous débecte ou telle société dans l'agroalimentaire, vraiment vous voulez pas cautionner ça, vous pourrez choisir les secteurs d'activité, que ça soit voilà, des secteurs qui travaillent pour le développement durable ou ce genre de choses. Vous pourrez choisir où vont vos placements. Pour ça, on vous invite à suivre le lien qu'on vous met dans le chat, mon petit placement. Et si vous prenez un petit placement, d'utiliser le code NOWTECH afin effectivement de diminuer, ça va vous faire moins 30% sur ce que prend mon petit placement sur la performance la première année, puisque c'est comme ça qu'il se paye, c'est sur la performance de votre placement. Donc, rendez-vous vendredi matin si vous avez des questions sur mon petit placement. Ils seront ravis et ça sera leur métier de vous répondre. Donc, gardez vos questions pour ce moment-là. Est-ce qu'on va avoir un Twitch achat ce soir ? J'ai pas vu avec Guillaume. Normalement, oui, il y a un Twitch achat, mais c'est ce soir, hein, c'est pas à midi. J'ai oublié de voir avec Guillaume s'il le fait tout seul ou si je le fais. Mais normalement, il y a Twitch achat ce soir, ouais. Je vous propose qu'on passe maintenant à la tartine. On va parler de chatroulette, ça vous fait plaisir. Et c'est dans la tartine et c'est maintenant. On me demande si on va pas... Alors, honnêtement, Samsung, je pense pas que ça soit une conf ultra importante. J'espère me tromper. J'ai fait le live lundi soir. J'ai fait le live hier soir. Vous allez me perdre si je fais encore un live ce soir. Donc, il fallait choisir. Les marques enchaînent tous les lives. Je ne serai pas... On en parlera dans le mug demain matin, des annonces Samsung. Mais on va pas couvrir le live ce soir, ouais. Les rumeurs disent que Samsung, ça va pas être énorme ce soir, les annonces. Donc non, j'ai pas vraiment d'idée sur ce qu'ils vont annoncer. Venons-en au sujet de la tartine. Chatroulette qui essaye de régler son problème de pénis depuis 12 ans. Est-ce que vous avez tous connu Chatroulette ou on a des gens tellement jeunes qui n'ont pas connu Chatroulette ? Chatroulette, ça a été un véritable phénomène il y a 12 ans. C'était conçu par un très jeune développeur du nom d'Andrei Ternovski, qui est un Américain issu de l'immigration russe, je crois, de 17 ans, et qui avait lancé cette plateforme révolutionnaire à l'époque, en 2009, où en fait on allumait sa webcam, et n'importe qui pouvait se connecter à votre webcam, mais en discussion unilatérale. Et c'est pour ça que ça s'appelait Chatroulette. On se retrouvait, étaient proposés en fait des gens avec qui on pouvait discuter, et on se retrouvait avec des parfaits inconnus à se voir. Et c'était... Les tout débuts de Chatroulette étaient assez incroyables. Mais... quelques minutes après que Chatroulette existe, ou quelques jours après que Chatroulette existe, bien sûr est apparu le phénomène des pénis. C'est-à-dire que beaucoup de garçons se sont mis non plus à filmer leur visage, puisqu'on pouvait débarquer, c'est ça qu'il faut comprendre, il n'y avait pas de filtre, on débarquait sur la webcam de quelqu'un.
Donc, attention quand même au langage que vous utilisez dans le chat, hein. On n'est pas, c'est pas la fête du slip, hein. Le chat est modéré. C'est pas parce qu'on est en train de parler de pénis qu'il faut croire que vous avez le droit d'utiliser n'importe quel vocabulaire. Voilà. Donc, attention quand même à ce que vous écrivez. Donc, beaucoup de garçons ont trouvé ça beaucoup plus intéressant de montrer leur pénis en érection, manipulé, on va dire, plutôt que de montrer leur visage. Puisque certains garçons sont persuadés que les gens sont absolument fascinés de voir des images de leur pénis, hein. C'est vrai qu'on est né pour ça, hein. On s'émerveille devant des images de pénis. Bref, ça a créé une... Aussi vite que Chatroulette est devenu à la mode, Chatroulette est aussi vite retombé avec ce problème de pénis, qui, au-delà d'un problème de pudeur, d'un problème de censure, est un problème global. Il n'y a pas, ou un nombre incroyablement petit, de femmes qui aiment se connecter et voir des pénis d'emblée. Et il y a très très peu d'hommes qui prennent du plaisir, même si c'est leur truc, à débarquer sur un réseau où tu as des pénis qui te sont jetés à la figure, en fait. Je dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, hein, tout le monde fait ce qu'il veut avec son pénis, et que ça peut être un jeu amoureux, ça peut être un jeu sexuel, pourquoi pas, je juge pas du tout le fait de... C'est plutôt le pénis indésiré qui est offensant. Le pénis non sollicité. L'image de pénis que personne n'a demandé, qui est non seulement une intrusion, mais une forme d'agressivité. Et attention, hein, c'est très important ce que je dis. Je ne suis pas en train de vous dire que les gens n'aiment pas voir des images de pénis. Dans certaines circonstances, pourquoi pas? Je vous dis, personne n'aime un pénis non sollicité. C'est une agression que de... voilà, c'est comme si vous ouvrez votre manteau dans la rue pour montrer votre sexe, quel qu'il soit, aux gens qui n'ont pas demandé à le voir. C'est une agression. Le pénis impromptu, tout à fait. C'est une agression sexuelle, hein, disons les choses telles qu'elles sont. Je discute sérieusement d'un problème qui, pour certains, qui n'ont pas mûri depuis leur classe de 6e, sont... Ils parlent de pénis. Non, on parle sérieusement de problèmes d'agression sexuelle. De garçons, parce que, quand même, c'est des garçons, hein. De garçons qui pensent que les gens prennent du plaisir à ce qu'on leur montre un pénis qui n'a pas été demandé ni sollicité. Et qui ne se rend absolument pas compte, et c'est ça qui est grave, ou s'il s'en rend compte, c'est encore plus grave, qu'il commet une agression sexuelle. Bref, revenons à Chatroulette. On croyait Chatroulette complètement disparu, mais Chatroulette existe encore. Et le développeur est toujours à travailler sur son site pour essayer, alors j'allais dire de redresser la barre. Alors là, j'entends tout le monde... Ah, c'est avec des pénis qui essaient de redresser la barre, mais Jérôme, tu es trop drôle. Non, qui essaye de garder le cap, non, qui... voilà. Oui, peut-être que Twitch me banne, mais écoute, peut-être que je me ferais banner. On aurait peut-être dû régler en moins 18. Mais écoute, on va prendre le risque parce que là, justement, je traite du sujet. Je ne montre rien. Je traite du sujet, pas du tout de manière provocante, mais... voilà, c'est un vrai sujet, un problème effectivement avec Chatroulette, et ils essayent de résoudre ce problème. Il y a maintenant des nouveaux systèmes effectivement pour se connecter
à Chatroulette. Oui, plus 18, pardon, pas moins 18. Plus 18. Euh, il y a effectivement un nouveau système, un système de modération. Les comportements inappropriés sont bien évidemment interdits. Il y a un règlement. Il y a aussi, il emploie, alors c'est des idées bizarres, mais manifestement ce développeur, il le dit d'ailleurs à la fin de l'interview, il veut que Chatroulette continue à exister et résoudre ce problème de pénis, effectivement. Pour moi, c'est assez démotivant de devoir me consacrer uniquement au problème des pénis. J'essaye de rendre cela amusant. Je déteste voir les choses mourir et je veux vraiment amener Chatroulette dans le futur. Il n'est pas nécessaire que ce soit exactement le même Chatroulette, mais je veux continuer, je veux que l'histoire continue. Il est obstiné, le mec. Lui, il pense, et c'est vrai, qu'il n'y aurait pas ce problème d'exhibitionnisme sur Chatroulette. Il y avait quelque chose de chouette et d'assez pur dans Chatroulette au début. Et d'assez... comment dire? Moi, j'avoue, avant que ça devienne n'importe quoi, c'était fascinant de débarquer chez des gens qui étaient consentants. Hein, parce que les gens, en gros, s'ils ouvraient leur webcam, ils te laissaient rentrer chez eux. Il y avait quelque chose d'assez fascinant, alors, effectivement, qui fait appel un peu au voyeurisme. Mais c'était un voyeurisme bienveillant. Je me souviens, il y avait des artistes qui, du coup, allumaient une webcam. Quelque part, Twitch n'est pas ultra différent, si ce n'est que les règles de consentement sont plus explicites et qu'il n'y a pas ce côté aléatoire. Mais les lives, on vous montre un morceau d'ailleurs. On vous ouvre une fenêtre ailleurs, en fait. Et c'est ça qui est fascinant dans les lives. Donc, l'idée en elle-même n'était pas mauvaise. Après, le problème, c'est que ça a été très vite détourné. Tellement détourné d'ailleurs que maintenant, il y a des business autour du sexe, hein, que ce soit les camgirls, etc., qui sont basés finalement un petit peu... Il y a même Chaturbate qui a repris un peu le nom. D'ailleurs, je serai de Chatroulette, je leur ferai un procès. Et qui s'est orienté sur le sexuel. Et c'est pas ce que veut le développeur. Il veut pas que ça devienne un site porno. C'est pas ce qu'il cherche à faire. Donc je trouve ça intéressant. Il a des idées un peu bizarres. Il emploie actuellement en freelance une centaine de femmes qui sont sur Chatroulette et qui notent le nombre de fois qu'il y a de l'exhibitionnisme. Elles sont pas là pour le censurer. Elles sont là pour voir s'il y a des progrès dans ce phénomène, en fait. Bon, ça a l'air d'être quelqu'un, quand même, d'assez spécial, le développeur de Chatroulette. Pas inintéressant. Je suis pas du tout en train de vous conseiller d'y retourner faire un tour, parce que manifestement, le problème est toujours là, de sexe affiché et non désiré sur ce site, non sollicité. Donc je vous conseille pas d'y faire un tour, mais je trouve que c'est une histoire quand même 12 ans. Moi, personnellement, je pensais que ça avait disparu, hein, Chatroulette. Donc j'ai été assez fasciné de lire cet article. C'était assez intéressant. Bon, j'espère que je vais pas avoir de problème avec Twitch à cause de cet article. C'était de l'information. Je pense que nous avons évité tout, peut-être pas dans le chat, mais je pense que nous avons évité tout dérapage. On n'a rien montré et on a utilisé un terme biologique. Hein. Je rappelle que pénis n'est pas un gros mot. On verra bien. On verra bien. Je prends un peu des risques. Plus sérieusement, faut fermer ce site. Il est trop pollué par... Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de presque poétique et de beau, et peut-être d'acharnement, hein, que ce mec dise un jour, j'arriverai à résoudre ce problème sur mon site, parce que Chatroulette mérite mieux. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau. Ah oui, il y a énormément de censure hein, sur Twitch. Hein. Énormément. Nous, on s'est déjà pris un ban à cause d'un téton. Non sollicité d'ailleurs aussi, puisque Guillaume montrait des photos d'un Instagram de quelqu'un, et boum, un téton est apparu. Oui, Twitch ne déconne pas avec ça. Hein.
Euh, Après, si c'est juste audio, on verra bien de toute façon si on a des problèmes. Peut-être à coup d'IA sur les images. Ouais, on verra. Mais j'ai rien montré. Un algo pourrait faire le tri efficacement. Ils ont un algorithme, mais qui a fait baisser de 20% le problème. Le problème, c'est qu'il y a plein de manières. Je ne vais pas vous faire un dessin, justement. Il y a plein de manières. Tu peux afficher à moitié. Tu peux te mettre dans la pénombre. Voilà, il y a plein de manières de tromper un algo. Euh, oui, et puis le problème des images de sexe non sollicitées n'est pas que sur Chatroulette. Demandez à n'importe quelle fille autour de vous s'il n'y a pas un problème avec les photos de sexe non sollicitées. Il y a un problème d'exhibitionnisme, hein, de toute façon, hein. Alors, Sultan, c'est pas le sujet de ce matin, hein. La modération sur Twitch, les hot tubs, etc., c'est pas du tout le sujet. Mais il y a un sujet, on le traitera probablement. Voilà, voilà, en tout cas pour la tartine du jour. Je vous propose, ouais, il reste très peu de temps. Je pense pas. Bon, allez, on fait très rapidement un camp de fac, 5 minutes de camp de fac, parce que moi je dois enchaîner derrière sur d'autres boulots que le mug. Donc on enchaîne très rapidement sur un petit camp de fac. Je rebondis sur ce que tu dis. Le fond du problème n'est pas là, même tu l'as dit humoristiquement, vivons heureux, vivons tout nus. Je suis le premier à dire faites ce que vous voulez. Mais dans le respect du consentement des gens. Vous n'avez pas à imposer votre nudité aux autres. Par contre, et ça j'y tiens, les gens qui disent ah bah il avait qu'à pas faire une photo de lui nu, c'est sa liberté fondamentale. Euh, Moi je n'accuse absolument pas. Les gens font ce qu'ils veulent. Et je ne jugerai jamais une sexualité ou des fantasmes de qui que ce soit. Parce que là on tombe dans la pudibonderie et dans la fausse pudeur. Mais par contre, infliger des images à des gens qui ne les ont pas demandées, pas sollicitées, c'est de la violence sexuelle. C'est complètement différent. Quel Mac on a acheté, quelle config? Alors, celle pour le test à l'atelier qui va devenir une machine de montage, une grosse machine de montage. On a pris un M1X, un Max, 64 Go, mais avec juste 1 Tera de disque dur. On mettra des disques durs externes, on n'avait pas de quoi se payer plus de disques durs. J'aurais bien aimé prendre... C'est pas qu'on avait... Alors, le problème, c'est que on avait mis 2 téraoctets, mais on le recevait qu'en décembre. Donc j'ai annulé la commande et j'ai mis qu'un seul téraoctet. On se débrouillera avec des disques durs externes. On va avoir du Thunderbolt 4. Donc on aura des disques durs externes sur lesquels on pourra faire du montage. Et c'est un 16 pouces. Voilà la config qui nous est revenue à 4300, je crois. 4 300 euros. C'est un énorme investissement pour nous, un investissement de toute façon qu'il fallait faire parce qu'on a besoin d'un nouveau poste de montage. Honnêtement, c'est un peu overkill pour nos montages, hein, cette config-là. Nobilé, encore une fois, ne confondez pas la nudité, je ne la considère pas comme une violence, mais la nudité non sollicitée que tu infliges au regard de quelqu'un est une violence.
Que tu te balades tout nu chez toi ou en couple et c'est votre plaisir, c'est votre problème. Que tu t'exhibitionnes dans la rue à des gens qui n'ont pas demandé à te voir nu, c'est une forme de violence, c'est une forme d'agression. En avez-vous vraiment besoin de cette config? Alors, oui et non. On a des ralentissements aujourd'hui parce que nous, on étalonne beaucoup nos vidéos. On travaille en 4K et on va probablement travailler de plus en plus en ProRes. Donc c'est vrai que le ProRes, d'avoir des copros et d'en avoir plus dans le Max que dans le Pro, d'avoir des copros dédiés, quelque part ce poste va être... euh, il va servir à tous les montages, mais on va surtout l'utiliser pour l'étalonnage. L'étalonnage, c'est la mise en couleur en fait de nos vidéos. Et qui est un énorme boulot qui aujourd'hui nous prend quasiment, allez, entre une demi-journée et une journée de travail avec le calcul des ordinateurs. Donc, quelque part, oui, il va être assez facilement amorti, cet ordinateur, honnêtement. Après, attention, un M1 suffirait à monter ce qu'on monte. C'est juste une question de performance dans le temps et peut-être de gestion de l'étalonnage. Le M1, mais même on travaille sur le M1, et on va le garder d'ailleurs notre, sauf qu'il va passer plutôt à un stagiaire montage, notre iMac M1, et c'est très bon déjà en montage. Mais n'oublions pas que voilà, nous on achète ces ordi pour au moins 5 ans. Si je l'achetais à titre perso, ça serait au moins pour 10 ans. J'ai toujours gardé mes Mac perso, même plus de 10 ans, moi. C'est quoi le motif de ton sweat? C'est, si vous connaissez pas la marque, c'est une marque du Sud-Ouest, 64. Je leur fais un peu de pub parce que j'aime bien ce qu'ils font. La marque 64, j'ai pas mal de trucs d'eux. Et je trouve que c'est des trucs cool. Et 64 comme le Sud-Ouest. Je suis pas du Sud-Ouest, mais j'aime bien la région. Combien ça vaut en occasion un MacBook de 2009 Core 2 Duo? Est-ce que j'ai une tête de l'Argus? J'en sais rien. T'as des sites entiers qui te donneront. J'ai pas deux têtes. Je ne vais pas te donner le prix en occasion d'un MacBook Pro de 2009. Guettez dans les contributeurs. Soyez à l'affût dans le vide-grenier. Alors, le iMac, ça y est, on l'a vendu. Il y avait un iMac à vendre, un 27 pouces, il est vendu. Mais il va y avoir probablement peut-être un ou deux autres Mac. Si vous cherchez des Mac pas trop chers, qui seront pas des M1, hein, mais n'oublions pas, ils étaient très bons il y a deux ans, hein, ces Macs-là. Il y aura peut-être un ou deux Macs en vente. C'est pas encore sûr parce que en fait, comme on grossit, moi je dois mettre un ordinateur en face de tout le monde. Donc généralement, les ordis ici, c'est un peu comme les vêtements chez les frères et sœurs. Vous savez, le dernier. Et le dernier, maintenant, c'est moi. Moi, je vais toujours avoir l'ordinateur le plus pourri de la famille. C'est Karina qui aura toujours le meilleur. Mais c'est normal. Ouais, on va couper le live. Le lave-vaisselle a été rentabilisé. Oh que oui. Oh que oui. Euh... Qu'est-ce qu'Apple peut proposer après ça? Mais là, ils ont une toute nouvelle architecture. Il leur reste maintenant à construire. Ils ont de quoi construire pour les 15 ans à venir. Allez. Déjà pour les 10 ans à venir, l'architecture M, Apple Silicon, c'est un point de départ. Ils peuvent construire énormément là-dessus. Donc, ils ont plein de trucs à proposer dans les années. Justement, c'est ça qui est génial. T'aurais pas envie de relancer No Watch? Ah non, surtout pas. En tout cas, pas No Watch dans la forme qu'il avait, qui était à mi-chemin entre de l'associatif. C'était impossible à gérer, No Watch.
Et d'un point de vue financier, ça a été une horreur. J'ai perdu énormément d'argent, moi, avec No Watch. D'autres ont perdu de l'argent aussi. C'était cool, mais absolument pas viable. Donc non, aucune intention. Et le nom No Watch, je préfère... D'abord, je suis pas le seul à décider, hein, parce qu'on était un certain nombre d'actionnaires autour de No Watch. Je pense pas que ça serait pertinent de ressusciter le nom No Watch. Et l'organisation No Watch, ah non, certainement pas la relancer. Non, non, non. Mon pire cauchemar. Je sais que de votre côté c'était cool, mais du mien, ça n'a pas toujours été cool. Allez, je vous fais des gros gros bisous. On arrête là. Normalement, vers 17h, 17h30, on devrait être là avec le Twitch achat. Si jamais Maryse et Pierre ne sont pas là cette semaine, on vous informera sur les réseaux sociaux. Pour rien vous cacher, c'est un peu compliqué en ce moment. Guillaume est en train de déménager. On a énormément de travail parce que, bien évidemment, c'est la période de Noël qui arrive, etc. Les choses sont un peu compliquées. On fait au mieux pour être là, tenir tous nos engagements envers vous. On fait au mieux, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous fais des gros bisous. Demain, vous retrouverez Guillaume aux manettes du mug, demain matin. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On va faire un raid. On va faire un raid. Chez qui on va faire un raid? Eh ben tiens, on va faire un raid chez Fils de Pub, qui est en train de faire du géocaching. Je regarde s'il est en live. Oui, il est en live en train de faire du géocaching. Je sais pas s'il nous verra, parce que parfois, c'est pas toujours facile. Ah tiens, c'est intéressant, oui, qu'il arrive à avoir l'interface avec des smartphones. Allez le voir. Le Fils de Pub, je lance le raid et il se sera lancé après notre générique. Allez, ciao tout le monde.